Bonjour, mesdames, messieurs. Des sites Internet gouvernementaux auraient-ils été attaqués à partir d'ici? Toujours est-il que des perquisitions ont été menées ce matin à Rimouski et à Forestville en lien avec des attaques informatiques survenues au cours des dernières semaines. On en parle avec Gilles Turmel. Gilles, des frappes policières simultanées ont été menées en plusieurs endroits. Oui, Daniel. Donc, outre Rimouski et Forestville, il y a des perquisitions qui ont aussi été menées à Sherbrooke, Montréal et Longueuil. Au total, les policiers ont frappé à 6 reprises ce matin. L'opération conjointe de la Sûreté du Québec, des services de police de Montréal, Laval et Longueuil, de même que de la GRC. À Rimouski, le groupe d'intervention tactique est intervenu vers 8h35 dans un logement situé au 475 rue Monseigneur-Langis. L'opération a été très impressionnante selon plusieurs voisins qui ont même cru entendre des coups de feu, quoique les policiers nous confirment qu'il s'agissait plutôt de grenades lacrymogènes. Il y a au moins un individu qui a été arrêté sur place et est actuellement sous interrogatoire. Au total, 6 personnes ont été arrêtées dans plusieurs régions de la province, dont 3 mineurs. Ils devraient tous comparaître au cours des prochaines heures pour, entre autres, être accusés de méfaits sur des données, utilisation non autorisée d'un ordinateur et complot. Évidemment, Daniel, il y a des ordinateurs et différents équipements informatiques qui ont aussi été saisis. Et ces attaques informatiques-là, Gilles, ça visait des sites gouvernementaux. Oui, selon les policiers, ces perquisitions et ces arrestations sont en lien effectivement avec des attaques informatiques perpétrées contre différents sites du gouvernement du Québec depuis le 18 mai dernier. Un crime qui est pris très au sérieux par les policiers, qui redoublent d'efforts et de moyens depuis quelques années pour en arrêter les auteurs. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, Daniel, je vous mentionne que le travail des policiers se poursuit toujours. D'autres arrestations pourraient survenir au cours de la journée. Mais pour l'instant, les policiers refusent d'en dire plus, évidemment, afin de ne pas nuire à la poursuite de leur enquête. Alors, on verra bien au cours de la journée. Merci beaucoup, Gilles, pour ces précisions. Au revoir. Manifestation de casseroles hier soir dans les rues de la ville de Rimouski. Ils étaient une centaine à protester ainsi contre la hausse des frais de scolarité et contre la loi 178, une loi qu'ils ont quand même respectée en avisant la Sûreté du Québec de leur itinéraire. Les manifestants ont entre autres défilé sur la rue Saint-Germain au centre-ville. Les participants étaient autant des étudiants que des familles. Le phare de Pointe-au-Père fermerait ses portes dès le 4 septembre et ne serait plus ouvert l'automne. C'est ce que craignent les dirigeants du site historique de Pointe-au-Père, puisque la gestion du phare sera reprise par Parc Canada. On fait le point avec Katia Laflamme. Katia, le site historique maritime de la Pointe-au-Père gère les opérations depuis 30 ans, mais là, ça ne sera plus le cas dès l'an prochain. Oui, tout à fait, Daniel. C'est Parc Canada qui a annoncé cette nouvelle hier. Vous savez que le personnel du site historique gère l'accès et les visites au phare de Pointe-au-Père depuis maintenant 30 ans. Ils avaient une entente de gestion avec Parc Canada. Donc, l'organisme gère à la fois le sous-marin Onondaga, le musée Empress of Ireland et le phare. Ce qui veut dire que les touristes ont l'option de visiter les 3 sites en même temps et surtout en se procurant qu'un seul billet. Et bon, la direction du site historique déplore grandement ces changements qu'ils ont d'ailleurs appris par voie de communiqué hier après-midi. Mais il faut aussi dire que le changement sera surtout senti par les touristes qui, d'une part, devront se procurer leur billet d'accès à 2 guichets distincts, mais également, la saison sera écourtée en ce qui concerne le phare. Comment va fonctionner la visite? Il y a déjà des coupures en 2012 cette année. Ils veulent fermer le phare le 4 septembre de cette année. Donc, le touriste qui va arriver ici n'aura pas accès au phare. Il va avoir accès aux sous-marins et au musée. Mais donc, il va y avoir une insatisfaction là parce que si le phare est fermé, c'est quand même une icône touristique dans la région. Ça fait que ça, c'est la coupure 2012. Pour 2013, bien, encore là, ils veulent ouvrir plus tard. Ils veulent ouvrir le 24 juin. Ça fait que... Et amener leur propre personnel ici. Daniel, Parc Canada soutient que ces coupures découlent du dernier budget fédéral, budget conservateur, dans l'optique, bien sûr, de réaliser des économies. Pour l'instant, il nous a été impossible d'avoir une entrevue avec Parc Canada. Mais mentionnons que le site historique au complet a reçu plus de 60 000 visiteurs l'été dernier. Et bon, la direction ne compte pas laisser les choses comme ça. Ils vont réagir. Il y a d'ailleurs une rencontre qui est prévue cet après-midi avec l'adjoint de Guy Caron, le député néo-démocrate. Merci, Katia. Au revoir. Sur la Côte-Nord, les accusations de négligence criminelle qui avaient été portées contre la compagnie Algoma ont été abandonnées. Il s'agit de l'opérateur d'un navire que le ministère public tenait responsable de la mort d'un travailleur en 2008. Un marin est décédé et un autre a été blessé quand ils ont été violemment frappés par un câble d'amarrage au quai de QIT à Havre-Saint-Pierre. Mais une compagnie associée à Algoma, Seaway Marine Transport, a reçu pour sa part une amende de 75 000 $. La compagnie a été condamnée en vertu de la loi sur la marine marchande du Canada pour avoir omis de mettre en place les mesures nécessaires pour la sécurité des travailleurs.
Et puis celui que l'on surnomme Rambo, Bernard Gauthier de la FTQ Construction, a plaidé coupable hier à une accusation d'avoir ordonné le ralentissement d'un chantier de construction. Les événements reprochés à l'agent d'affaires se sont produits au chantier de la Romaine le 25 novembre 2009. Bernard Gauthier écope d'une amende de 8 000 $. Cette condamnation, dans le cadre d'une procédure pénale, ne l'empêchera pas cependant de retourner au chantier de la Romaine. 4 véhicules, dont un fardier, ont été impliqués dans un accident sur l'autoroute 20 hier après-midi vers 15 h, à 4 km du carrefour giratoire de l'entrée est de Montjoly. Pour des raisons encore inconnues, le conducteur d'une camionnette a changé de voie pour aller frapper le fardier qui circulait en sens inverse. Par la suite, 2 autres véhicules ont aussi été impliqués dans ce même accident. 4 personnes ont été blessées, dont 2 gravement, et elles ont été transportées au centre hospitalier régional de Rimouski. La circulation a pu être rétablie à 19 h hier soir. On parle donc de la camionnette qui a bifurqué vers le centre, qui a percuté donc le camion remorque qui s'en allait en sens inverse, direction Montjoly. Et par la suite, une réaction en chaîne, la camionnette, après avoir percuté le camion remorque, s'en va donc percuter 2 autres véhicules qui suivaient derrière le camion remorque. Le 6e colloque de l'industrie éolienne se tient cette semaine à Carleton. On s'attarde aujourd'hui au volet du transport de pales par train. Le reportage de Jean-Simon Landry. Voici la première pale d'éolienne à se trouver sur un wagon en Gaspésie. Celle-ci y a été installée ce matin pour le compte de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. C'est que ça a bien été. Le positionnement s'est bien effectué. On avait certaines craintes au niveau de l'enclenchement des loquets. Est-ce que ça allait s'ajuster bien ou pas? Ça a très bien été. Au Québec, la majeure partie des parcs éoliens est installée en Gaspésie. Toutefois, de nouveaux projets voient le jour ailleurs en province et au-delà de ses frontières. Conséquemment, les industries de la région, grandes comme petites, regardent maintenant à l'extérieur des limites de la Gaspésie pour assurer leur avenir. Les manufacturiers de pièces imposantes, telles les pales et les mâts, observent avec intérêt ce qui se passe sur le rail ces temps-ci. Mais au niveau du transport par rail, de grandes composantes lourdes, on sait que lorsqu'on parle de faire d'exportation aux États-Unis, là, on commence à tomber dans de grandes distances. Et d'un point de vue économique, avoir accès à un transport par rail, ça fait du sens pour réduire les coûts de transport. L'avènement du transport par rail de pièces d'éoliennes en Gaspésie pourrait se faire bientôt. Cependant, le succès de lundi matin n'est garant de rien puisque beaucoup de travail reste à faire. Les vrais essais, ça va se faire sur la voie. Comment réagit le support, comment réagit la pale dans les courbes, dans les pentes et aussi l'effet du vent. La pale qui a été attelée au wagon mesure 45,3 mètres. Elle a été fournie par LM Wind Power de Gaspé. Pour l'entreprise, diminuer ses coûts de transport devient une question de survie. Toutefois, puisqu'elle œuvre à l'est de Port-Daniel, elle doit négocier avec une réalité que les autres compagnies n'ont pas, le tunnel ferroviaire de l'endroit. Regardez, là, est-ce que ça passe? C'est une bonne question. Ouais. Il va falloir... Il faut le regarder comme il faut. Il y a des calculs qui ont été faits à l'avance normalement, c'est prévu. Est-ce qu'il y aura des ajustements? Peut-être. Jean-Simon Landry, CHAU-TVA, à New Richmond. Le Vieux Quai en fête de Sept-Îles s'appuie sur la famille pour faire de cet événement estival un succès. La 19e édition de la fête se déroulera cette année du 12 au 15 juillet. La programmation a été dévoilée hier. C'est dans une atmosphère de feu de camp que les organisateurs du Vieux Quai en fête à Massy ont présenté aux médias et leurs partenaires les grandes lignes de la programmation de cet été. Il y a Maurice Côté, il y a Laval Villeneuve. Sur le plan musical, outre de nombreux artistes locaux, 2 noms plus connus des Québécois monteront sur une des scènes du site du Vieux Quai. André Waters et sa tournée Rock Country, une tournée qu'elle fait à travers le Québec et également, il y aura également David Jalbert. Et peut-être pour souligner, David Jalbert, ça fait plusieurs années qu'il veut venir au Vieux Quai en fête sur la scène de l'Auto-Québec. Alors, il a fait une demande il y a quelques années et cette année, on l'accueille avec cette tournée. De plus en plus, on a toutes sortes de spectacles où ce qu'on n'appelle pas les enfants. C'est des spectacles en soirée. Puis nous, on a décidé que les enfants, c'était important puis qu'ils pouvaient venir en soirée avec nous. Alors, nos spectacles sont axés ce côté-là, d'aller chercher les enfants, les adolescents, les parents, les grands-parents. C'est un peu multigénération. Les activités du festival ont été choisies en fonction d'une clientèle familiale. C'est ainsi que le site du Vieux Quai sera animé par des clowns et diverses présentations artistiques et sportives pendant 4 jours.
Le thème choisi cette année est « Une communauté qui se fête ». Une des rares manifestations touristiques au Québec où il n'y a pas de boisson. Nous autres, il n'y a pas de boisson. C'est ça qui est important. Le Vieux-Quai en fête en est à sa 19e édition et sera présenté du 12 au 15 juillet. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles. Bonjour Véronique. Bonjour. Les nuages ont fait leur apparition au-dessus de nos têtes. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Bien, s'inquiéter. Pas vraiment, parce qu'on a un petit système dépressionnaire. Oui, il va y avoir des averses sur plusieurs secteurs, mais rien de majeur et ça va passer rapidement. Alors déjà, demain, on pourra parler du beau temps. D'ici là, vous l'avez dit, les nuages s'installent. Ça va s'ennuager graduellement partout dans l'est du Québec. Déjà cet après-midi, tard en après-midi, on pourrait recevoir là, quelques averses sur Rimouski, Montjoly. C'est le même scénario pour Forestville, Baie-Comeau et Fermont, où pour ces secteurs, cependant, on a quand même du temps un petit peu plus actif avec un potentiel d'orage. Si on regarde pour ce soir et la nuit prochaine, ce sera généralement nuageux sur les secteurs de la Rive-Sud. Cette fois-ci, les possibilités d'averses touchent tous les secteurs, minimum de 14 et 15 degrés. Du côté de la Côte-Nord, quelques averses et risques d'orage en soirée pour Forestville et Baie-Comeau. Les averses vont débuter en soirée sur Port-Cartier et Sept-Îles. Au cours de la nuit, pour ce qui est d'Havre-Saint-Pierre, à Fermont, des averses et toujours des activités orageuses, des minimums de 10 à 14 degrés. Mais si on regarde notre tableau de mercredi, déjà, Daniel, retour du beau temps généralement ensoleillé pour Rimouski et Montjoly. Ça se dégage le matin pour Matane, Saint-Anne-des-Monts et Amqui. Température agréable, maximum de 17 à 22. Si on traverse du côté de la Côte-Nord, du soleil et quelques nuages pour Forestville, Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles. Peut-être encore quelques averses le matin pour Havre-Saint-Pierre, mais on prévoit une alternance soleil-nuage en mi-journée. À Fermont, de l'instabilité, ça demeure couvert, 60 de probabilité d'averse, des maximums de 14 et 21 degrés. Alors vraiment, un petit peu de temps gris, ce sera de courte durée. Beau temps demain, beau temps jeudi, mais vendredi, cependant, ça s'annonce un peu plus couvert et ça pourrait demeurer couvert et gris une partie du week-end, mais c'est des prévisions à long terme, ça peut toujours changer. On a le temps de voir d'ici là. Ouais. Merci beaucoup, Véronique. Au revoir. À 13h30, c'est l'émission C'est la vie chez nous avec Éric Barrette. Aujourd'hui, l'Auberge du Cœur, le Transit de Rimouski, vous invite à jouer au golf pour soutenir financièrement sa cause. Et puis aussi, le Festival du conte et la légende de l'Inoukadi à Natashquan vous invite à sa prochaine édition qui se tiendra du 4 au 8 juillet. C'est tout. Bon après-midi à tous. On se retrouve à 18h.